Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la faveur de la convocation du corps électoral par le président de la République en vue des élections coupées législatives et municipales du 9 février 2020, eh bien, votre mission corps électoral effectue également sa rentrée sur les antennes de Canal 2 International. Ce soir, plein feu sur la carte politique et la suite du processus électoral. Problème, comme un désordre du point de vue technique, eh bien, pas de recensement général de la population et de l'habitat. La carte électorale se veut désormais désuète. Le code électoral, lui, non plus, n'a pas été toiletté comme l'exigeaient les partis politiques de l'opposition avant la lettre. Eh bien, parlons-en ce soir dans le code électoral. À tout de suite pour la suite. Et pour évoquer ces sujets, nous avons convié sur la table des débats un certain nombre de personnalités médiatico-politiques de la scène politique nationale. Je commence par l'extrême gauche. Njoya Moussa, bonsoir. Bonsoir Gislain Pierre et bonsoir à vos sympathiques téléspectateurs. Vous êtes politologue universitaire, donc vous allez éclairer nos lanternes sur les sujets qui vont être abordés au cours de cette émission. J'accueille également l'honorable Yves-Martin Ahanda Asiga. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Député élu de la Nation. Votre cœur, il bat la Chabad. Vous jouez le temps additionnel à l'Assemblée nationale. On en parlera tout à l'heure. Ah, d'accord. Soyez le bienvenu sur ce plateau. J'accueille également l'un de vos anciens collègues à cet hémicycle à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Serge Numba. C'est donc un ancien député. Il était alors sous la bannière du SDF, mais depuis le mois de juillet 2019, il a basculé. Il est parti du SDF pour le MRC. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Gislain. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comment va Bafoussam ce soir? Je voudrais préciser que je suis parti du SDF le 5 juillet 2013. Aussi long. Officiellement. Voilà. Je suis élu du MRC dans la commune de Bafoussam 1er. Donc, j'assume un mandat municipal depuis 2013. Voilà. Et vous allez repartir vers le MRC à la quête de notre mandat? À la quête d'un nouveau mandat, bien sûr, avec les mêmes populations fidèles. Je crois que vous avez les dernières consultations électorales. Tout à fait. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes parti de la région de l'Ouest. Bafoussam, ça va mieux? Ça va, ça va. Ça va. Nous sommes en deuil, vous le savez. Il y a eu un deuil national qui a été décrété par le président de la République. Tout à fait, mais dans nos traditions, chacun va faire le tour du deuil. En tout cas, on en saura un peu plus tout à l'heure. Le temps d'accueillir Alain Roosevelt Tidjo. Monsieur, bonsoir. Merci, bonsoir. Vous êtes communicant pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Paul Biya, ce soir, à l'occasion de ce forum sur la paix qui se tient à Paris, a annoncé qu'on pourrait effectivement accéder au statut particulier des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Merci déjà. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Effectivement, le chef de l'État l'a annoncé, mais ce n'est une surprise pour personne, parce qu'on connaît bien la diligence avec laquelle il va appliquer les mesures, parce qu'il a lui-même dit cela dépendra de l'opportunité et des moyens disponibles. S'il a jugé dans les moyens disponibles et l'opportunité présente, il a déclaré, et c'est déjà un fait aujourd'hui. Reste à voir l'implémentation. Jean-Marc Alakoua, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous n'avez même pas encore donné la parole, que votre sourire a commencé à briller sur ce plateau. Vous êtes là pour le compte du Social Democratic Front. Alors, vous avez boycotté l'entrée de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce sera pour toute la session ou bien c'était simplement un appel de pied? Déjà boycotter la session d'ouverture, le député à ma droite pourra le confirmer. Nous étions à l'Assemblée et on a constaté que les 14 sièges du SDF étaient complètement vides. Tout à fait. Donc, c'est le plus important quand même, puisque c'est la plus visible. Et pour marquer l'événement, c'est déjà un signe de contestation, même si, contrairement à ce que dit le communicant du RDPC, ils font comme si tout allait de soi. Oui, on connaît le rythme avec lequel les résolutions vont se mettre en place, c'est à pas de tortue, et c'est ce dont on se plaint. On se dit, devant une telle urgence, devant l'ampleur d'un tel événement, une telle catastrophe, tant de morts de nos compatriotes, on se dit, est-ce qu'on peut se permettre une telle lenteur pour résoudre cette crise? Et justement, nous sommes en train de nous demander si dans cet environnement, une élection a même du sens. Si la vie humaine n'a pas de sens, qu'est-ce qui vaut la peine dans la vie d'une nation?
Donc, le SDF se bat aujourd'hui pour faire entendre ce message, pour faire réfléchir, et on espère que nous aurons des signaux beaucoup plus convaincants pour nous permettre d'aller à cette élection comme il convient. Alain Roosevelt, on va rentrer de plein pied dans le débat qui nous interpelle, c'est-à-dire le découpage politique électoral. Vous voulez ajouter un mot à la suite? J'aimerais d'abord, sauf votre honneur, demander de quelle tortue parle l'intervenant du SDF. Parce qu'on dit à moins d'un mois du dialogue, on a déjà fait une préfectorale qui correspond au découpage qui a été demandé au dialogue. C'est-à-dire, on a privilégié les ressortissants du nord, du sud-ouest pour rentrer travailler dans ces deux régions. À moins de 2 mois, on annonce la mesure phare qui est effectivement l'application de ce statut spécial. Je me demande de quelle tortue il parle. Il a bien parlé de tortue, mais on se rappelle qu'on peut dire en 1996, il y avait tortue. Mais cette fois, c'est la gazelle. Il faut aussi apprécier quand c'est bon. Bon, effectivement, on parle du découpage. J'aimerais dire, d'entrée de jeu, que le découpage actuel est axé sur le nombre sur la population, par région et par département concernant effectivement ce qu'on appelle les législatives. Et j'entrerai en profondeur suivant donc les questions et le demande que vous seront posées tout à l'heure. Alors, une petite parenthèse, comme par hasard, à ce que je disais, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on va nous parler justement du statut spécial de la zone anglophone. Pourquoi n'avoir pas fait cette annonce sur place au Camerounais? Pourquoi n'avoir pas, par exemple, clôturé même ce grand dialogue? Et pourquoi pas un autre discours entre-temps pour donner une impulsion nouvelle, faire sentir à la nation que nous avons un problème important et apaiser, parce que justement, quand on fait l'histoire de cette crise, c'est l'histoire de l'injustice, c'est l'histoire de la pauvreté. Permettez-moi de parler. J'aimerais noter que l'apaisement a commencé durant le dialogue. L'apaisement, c'est la libération des prisonniers dits anglophones. L'apaisement, c'est l'application du politique des moyens. Donc, c'est ça qu'il faut retenir ce soir. Merci, monsieur. Alors, je commence par vous, Njoya Moussa. C'était un peu quelques revendications qui avaient été mises par un certain nombre d'acteurs politiques, à savoir un certain nombre de préalables au rang desquels le découpage électoral. On y va là. Est-ce qu'on peut encore procéder à ce découpage électoral avant les opérations proprement dites en termes de choix des élus de la nation et aussi des conseillers municipaux? Non. D'entrée, il faut dire que la convocation du corps électoral procède à un gel de la situation politique. Notamment, même les inscriptions sur liste électorale sont arrêtées. Le président de la République ne peut plus prendre un autre décret. Parce qu'il faut préciser que le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé par un décret du chef de l'État. Et c'est ce qui interpelle. On va parler tout à l'heure du code électoral. Vous savez, ces revendications, que ce soit l'adossement du nombre de sièges de députés sur un canton de la population, que ce soit les revendications concernant certaines dispositions pertinentes du code électoral, ce sont les vieilles revendications depuis le début du retour au multipartisme, si on peut le dire ainsi. Des années 90. Je vous prends la tripartite d'octobre-novembre 91. La principale question, c'était la rédaction, l'une des principales questions, c'était la rédaction de la loi portant élection des députés à l'Assemblée nationale, parce qu'on allait vers les législatives en mars 92. Et vous vous rappelez que justement, le SDF et un certain nombre de partis avaient boycotté parce qu'ils se disaient qu'au sortir de la tripartite, on n'avait pas tenu compte d'un ensemble de revendications. Mais les mêmes partis vont revenir participer à la présidentielle et plus tard participer au municipal de 96. Curieusement, ne vont pas participer à la présidentielle de 97, ayant participé à la législative de 97. Vous comprenez? C'est un peu bizarre ces comportements de l'opposition et je me dis que c'est pour cela que le pouvoir en face ne les prend pas trop au sérieux. Un coup, il participe aux législatives, participe à la présidentielle, un autre coup, il participe au municipal, après il participe aux législatives, après il participe à la présidentielle, après, on ne sait pas, il faut être cohérent sur la ligne. Les revendications de 2019 sont les revendications de 91. On n'a pas avancé. Il n'y a pas une Je vous ai pris cette disposition du code électoral. C'est une originalité, une curiosité, pour ne pas dire une incongruité bien camerounaise, qui voudrait que le nombre de sièges et les par circonscription est fixé par un décret du président de la République, sans aucune autre précision, parce que ce que disait Alain Roosevelt tout à l'heure n'est pas tout à fait exact. Il n'y a aucun texte de la République qui dit que pour tel nombre de populations, on a droit à tel nombre de députés. Mais on parle quand même moment des considérations sociologiques et tenant compte démographiques. Du genre, vous mettez tout dedans. Le seul endroit du code électoral, par exemple, où on parle de la population,
c'est pour le nombre de conseillers municipaux. On vous dit 50 000 personnes, c'est 25 conseillers municipaux. De 50 000 à 100 000, c'est 31 conseillers municipaux. De 100 000 à 200, c'est 35 conseillers municipaux. Pour les conseillers de 200 000 à municipaux, 300 000, cela est bien précis. C'est 41 et maintenant plus de 300 000, 61 conseillers. Mais pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, et c'était ça le débat, parce que je vous rappelle que le front qui était mené à l'époque par quelqu'un comme Flambeau Ngaya, dans le cadre de ce qu'on avait appelé la coordination de l'opposition, demandait justement qu'on fasse un nouveau recensement. Le premier ministre Sadou Ayato à l'époque avait répondu que le recensement de 87 avait été fait sous la coordination du FUNIAP. Alors on ne peut pas soupçonner le Cameroun d'avoir manipulé les chiffres puisque l'ONU était présent. Mais allez savoir est-ce que l'ONU était à Touboro, à Ngaoundé, etc. Mais pour terminer sur cette question, ce qui sera important, c'est de savoir que ces débats-là n'avaient pas été tranchés. Et depuis lors, on a eu un recensement qui avait été fait en 2005. Il y a 10 ans maintenant. Je vois, et les résultats ont été publiés, je crois, vers 2011, 6 ans plus tard et tout. Et depuis lors, on a programmé un autre recensement parce que tout le monde est d'accord, même les partenaires au développement, que le dernier recensement, le troisième recensement général de la population et de l'habitat n'a pas été bien mené par le bureaucrate et qu'il fallait, dans l'urgence, procéder à un autre recensement. Le problème qu'il a posé. Alors, honorable Yves Martin Anda Siga, on fait deux constats. C'est qu'il y a effectivement la désuétude du dernier recensement général de la population et de l'habitat, et les deux, le découpage électoral s'est fait sur la base non pas légale, mais de façon réglementaire. En tout cas, c'est un décret de chef de l'État. Voilà, c'est là où vous attendez. Il faut pas faire. Ce n'est pas parce que c'est un décret du chef de l'État que ce n'est pas légal. Dans tous les pays du monde entier, le découpage électoral relève de l'exécutif. En France, lors des élections, qui fait le découpage électoral? C'est le ministre de l'Intérieur. Qui est nommé par qui? Par le chef de l'État. Qui fait le découpage des régions? Sur la base d'une loi. Non, sur la base, mais le chef est sur la base d'une loi. C'est la même chose. C'est l'exécutif qui est en charge de l'organisation des élections dans un pays. Dans tous les pays du monde. Sauf lorsqu'il y a un problème et qu'on veut à ce moment-là une ingérence étrangère qui vise à réglementer par l'occasion d'associations. Mais généralement, c'est l'exécutif qui organise les élections. Sur la base d'une loi, sur la base d'un règlement, mais c'est l'exécutif. Il n'y a pas si longtemps, nous avons vu à la modification des régions en France, sous Hollande. Il a changé des régions, regroupé certaines régions, éclaté d'autres régions. Donc, je pense que... C'était une loi, monsieur. Oui, mais même c'est une loi. La loi provient de quoi? D'un projet de loi. D'un projet de loi par le gouvernement, par une majorité à l'Assemblée. Oui. Voilà, aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, quel que soit le cas, il y a l'impérium de l'exécutif en termes de propositions. Et quand je dis l'exécutif, il est supporté par une majorité parlementaire et c'est celle-là qui adopte la loi. Donc, je ne vais pas discuter sur le bien fondé ou pas de la loi. Le code électoral, il ne satisfait pas forcément le RDPC. On va en parler tout à l'heure. Non, mais je vais arriver pour dire que les dispositions actuelles ne sont pas forcément à l'avantage du RDPC. Nous avons une convocation où on a 15 jours pour établir des dossiers. Le RDPC est probablement le seul parti qui va présenter des candidats dans les 360 communes. Et on a 15 jours. Par rapport à des partis comme le MRC ou le SDF. Et là, c'est un inconvénient que vous tirez, vous, de la loi. Absolument, c'est un inconvénient que nous tirons de la loi. Non, je veux simplement dire par là que la loi s'impose à tout le monde. Dura lex sed lex, même si elle ne nous avantage pas, même si elle ne nous est pas favorable. Il faut d'abord l'observer, il faut la respecter. D'abord l'observer. Jean-Martial, à quoi vous vouliez réagir sur la question du découpage électoral? Il s'imposait quand même de justifier, je pense que c'était peut-être un lapsus de votre part. J'imagine qu'il voulait plutôt poser le problème de la légitimité. C'est-à-dire que l'aspect légal, c'est sûr, il faut quelqu'un qui puisse, comme vous disiez, poser sa signature, je préfère ce mot-là, à un texte. Mais avant justement le texte, en amont, on pense qu'il y a quand même un certain consensus qui va faire la légitimité du texte légal. Donc c'est pour cela que le fond du débat, c'est toutes ces lois-là, c'est pour faire quoi? C'est pour quel dessein? C'est pour quel objectif? La preuve en est que pour vous, le seul handicap, c'est le délai pour le RDPC. Qui peut penser que dans ce pays, par rapport à une loi, l'obstacle du délai peut être un obstacle sérieux, d'autant plus que cela n'a jamais empêché le RDPC d'avoir toute sa flopée de candidats. Alors que justement en face, nous posons des questions sérieuses. Comme laquelle? Celle
concernant l'avenir de la nation. Je dis, tout part de la question de la légitimité. Si les lois étaient bien faites, cela se verrait. Le sort de la nation, la prospérité économique s'en ressentirait. Or, tous ces éléments devraient contribuer justement à l'essor économique, culturel, politique du pays, parce que tout cela sert le pays fondamentalement. Or, on a l'impression que pour le RDPC justement, cela est le dernier des soucis, pour ne pas dire qu'ils n'en ont que. Alors, vous auriez souhaité quoi au SDF, qui est un texte à l'Assemblée nationale, qui sera plus tard promulgué par le chef de l'État, portant effectivement le découpage du corps électoral? La moindre des choses aurait été que justement, comme implicitement le disait le politologue du plateau, qu'il y ait eu un débat consensuel dessus, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas un débat qui part justement de ces plateaux de la société? Que vous aurez boycotté. Justement, mais si on boycotte, comprenez qu'il y a des raisons. Et c'est ça le problème, parce que tout à l'heure, la question sur la crise anglophone, l'histoire, nous parlons du débat. La société anglophone, par exemple, la société anglophone a posé des revendications qui étaient progressives et qui, à la base, concernent tout le pays. Personne n'est heureux dans ce pays. Je crois, y compris vous et moi, tous compris. Mais malheureusement, il a relevé la question des délais qui ne nous plaisent pas. Honorable, vraiment vous allez réagir en 30 secondes parce que l'honorable Nouba n'a pas encore pris la parole. Alain Tidjo en 30 secondes. Hein. J'aimerais donner une précision aux auditeurs, aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent comment s'est fait le découpage concernant les législatives. Parce que c'est ça le nombre effectivement, nous avons 180 députés à l'Assemblée nationale. Sur les 140 députés, nous avons 10 régions. Nous connaissons, nous connaissons le poids démographique de chaque région et c'est sur cette base-là qu'on a pu faire un découpage au prorata de la population. Vous verrez que par rapport à ça, on a l'extrême nord qui est en tête, suivi du centre, puis de l'ouest. Alors, 21 députés, hein, 21 sièges pour l'extrême nord Cameroun. Effectivement. Puis, il y a le centre, puis l'ouest. Et c'est cela donc qui a permis qu'on ait le découpage au prorata de la population, sans distinction aucune. Donc, parler maintenant qu'il faut tout un texte de loi pour dire que, comme l'Est a un tel nombre de population, il faut un député, ce sera perdre du temps, un gâchis inutile. Les municipales, c'est obligatoire parce qu'on a un nombre élevé de conseils municipaux. Mais pour les législatives, nous avons un nombre précis. Et par rapport à cela, on repartit au prorata de la population. Pas de débat là-dessus. Réaction pour la première prise de parole. Je voudrais déjà dire, parce que quand lui dit au prorata de la population, c'est du mensonge. Le Sud qui a par exemple 600 000 habitants environ, ils ont combien de députés? Donc quand vous parlez du prorata, c'est du mensonge. 11 députés. 11 députés pour 600 000 habitants. Donc ne serait-ce que cet exemple, ça tombe. Alors quand vous dites au prorata de la population, je suis député de la MIFI. Nous avons une commune de 61 conseillers. Sur l'étendue du territoire camerounais, nous avons 5 municipalités de 61 conseillers, je crois que vous le savez. C'est-à-dire, c'est des communes de plus de 300 000 habitants. Nous sommes 2 députés dans un département où on a environ près d'1 million. Vous imaginez? Parce que quand vous parlez de Poitou, quand vous vous adressez aux populations, parce que après le régime Biya, nous là, on va continuer. C'est-à-dire, après Biya, les choses vont même continuer d'ailleurs. Alors, il faut que vous vous illustrez comme des citoyens honnêtes par vos déclarations. Ça, c'est ce que je voudrais préciser, parce que si nous, on se met à dire des choses qui ne ressemblent pas à la vérité ou aux dispositions de la loi. Alors, je voulais dire déjà une chose. Le RDPC a une majorité à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas pourquoi on va chaque fois procéder par décret, alors qu'il n'y a rien qui freinerait ou bien qui empêcherait vraiment l'élection. Donc, moi, je me dis plutôt... L'élection de quelque texte que ce soit. Vraiment, quelle que soit la nature du texte qui arrive à l'Assemblée nationale, mon collègue ne me demandera pas. Ça passe comme la lettre à la poste. Ces derniers temps, il y a du débat. Il y a bien du débat. Mais au finish, mon collègue ne me demandera pas. Pas de virgule qu'on puisse enlever. C'est-à-dire que c'est lui qui défend le texte limite qui vient. Il vient en terrain conquis. Comme l'histoire de... le contrôle de l'action gouvernementale par les questions là. Moi j'ai toujours appelé ça... Les questions orales des députés au membres du gouvernement. Je n'appelais pas ça question orale, mais dictée, préparée.
Parce qu'il y a des ministres qui viennent devant les députés, ils en tremblant même, parce que j'en ai connu, que nous avons chassé à l'Assemblée, des ministres que nous avons chassés, parce que lui, il ne répondait pas. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à parler comme un ministre devait parler devant les élus. Il y en a qui arrivaient, bon, par le zèle, ou bien sur les députés, on dit non, on ne veut pas ce genre de ministres. Donc c'est pour dire que, vraiment, en gros, que le RDPC, nous ne comprenons pas comment on va gouverner par décret. Ça, ce n'est pas, il est bien vrai, ça entre dans l'ordonnancement juridique du Cameroun. Mais, sur le plan de la hiérarchie des textes, je crois que la loi n'est votée. C'est une mission régalienne des parlementaires. Ce qui veut dire que, jouissant de votre majorité, vraiment, il est de bon ton que vous laissiez dans cet ordonnancement juridique des bons textes, pas des décrets, puisque les décrets, à tout moment, là, moi, je me suis posé déjà des questions. Je vais prendre un exemple. Quand nous votions la loi sur l'orientation, sur l'éducation, l'orientation de l'éducation au Cameroun. L'orientation scolaire. L'orientation scolaire. C'est-à-dire que je me rappelle bien, je crois que ça devait être l'article 8, si je ne me trompe pas, qui parlait de l'éducation maternelle, primaire, gratuite. Le jour-là, nous avons fait des propositions pour demander gratuite et obligatoire, parce que ça parlait de l'obligation d'aller à l'école. Nous avions dit obligatoire donc et gratuite. On a dit non. Mais je crois 1 mois après, nous avons reçu une ordonnance du chef de l'État qui, justement, à ce niveau, rendait l'école obligatoire au niveau et gratuite. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà un parti politique qui a sa majorité et que chaque fois, c'est même torpiller le président de la République. Quand vous lui laissez prendre des décrets ou bien prendre ceci. Franchement, donc je me dis qu'à ce niveau, il va falloir effectivement laisser les députés s'exercer. Parce qu'à un moment donné, nous de l'opposition, on avait pitié vraiment de ces députés majoritaires, mais qui n'arrivent pas... Vous aviez pitié des députés du RDPC? Majorité, oui, qui n'arrivaient pas à jouer leur rôle. De temps en temps, c'est un ministre, c'est qui n'est pas élu qui va venir les étouffer. Et à l'époque, je disais à certains collègues, monsieur, vous fermez la bouche parce que c'est à cause des marchés publics que vous allez dans leur cabinet conquérir. Parce que si ce n'était pas ça, ils ne devaient pas vous minimiser. Parce qu'il y a des ministres aujourd'hui qui me connaissent. C'est-à-dire que tu ne veux me recevoir à 16h, comme la lettre vient, cher collègue, pour dire, vous êtes attendu au cabinet de tel ministre à 16h. Monsieur, à 16h10, je ne suis plus là. Quand vous m'appelez, quand tu es à l'hôtel, que c'est vous qui m'aviez donné le message porté que je devais être reçu à 16h. À 16h10, ça, c'est le comportement exemplaire d'un député des temps modernes. Merci beaucoup, Simeon Numba. Alors, Joël Moussa, oui, évidemment, vous allez avoir l'occasion de réagir, honorable, soyez en rassurés. Il faut surveiller le temps de parole. D'accord, parce que si on laisse les gens parler, c'est pour que les autres puissent répondre. D'accord, vous aurez le temps de répondre, je vous en prie. Honorable, je veux dire, peut-être que c'est le monde à loi que je m'avais annoncé qui sera éventuellement élu de la nation, lui aussi, Joël Moussa. Mais pour revenir à ce thème du découpage électoral, alors, il y a un chiffre qui a été avancé, je prends l'exemple d'ici ou de là-bas, comment comprendre, comment expliquer qu'il y ait plus de population dans un coin du Cameroun et qu'il y ait moins de députés là par rapport à un autre coin où il y a un peu plus de population? Vous savez, il faut faire des précisions parce que le diable se trouve dans les détails. Je le répète encore, aucune disposition de la loi. Sous d'autres cieux, on vous dit... Lorsque une circonscription a peut-être plus de 100 000 habitants, ça fait un siège de député. Donc il y a un adossement inductionnel du nombre de parlementaires sur la densité de la population et le nombre d'habitants. Et cela épargne même, l'enjeu est énorme pour nous, à savoir nous épargner des revendications identitaires et communautaires à tort et à travers. Parce que lorsque les gens revendiquent les écoles, les routes, les gens disent qu'ils sont marginalisés. Les arguments sont purement subjectifs. Alors que des éléments inductionnels, tels que le nombre d'habitants, auraient pu faciliter l'arbitrage gouvernemental. Parce que, au-delà de tout, on ne va pas gouverner comme des robots. Parfois, il faut procéder à des arbitrages. C'est ça même gouverner. Mais, lorsqu'on se prive de tout élément inductionnel de calcul objectif, on ouvre alors la voie à toutes les revendications. Chacun va dire, pourquoi tel a 3 députés, moi j'en ai 2, l'autre a 6, l'autre a 1 député, etc.
vous parlez du nombre de sièges. Le découpage électoral a un enjeu. Le piège se trouve dans l'article qui voudrait que la circonscription, par exemple l'élection des députés à l'Assemblée nationale, c'est le département. On vous met un alinéa 2 qui gâte tout. Toutefois, considérant la particularité de certains départements, ils peuvent être divisés en plusieurs circonscriptions. On arrive à Douala, qu'est-ce qu'on fait? On divise Douala en 3. On isole New Bell au milieu, Douala deuxième, un siège. On dit que Vouri-Est, on va prendre bizarrement Bassa, on mélange avec Bonamou Sadjimakepe, il y a beaucoup de fonctionnaires. On dit que c'est la même circonscription pour faire le check and balance. On met 3 sièges là, on sait que quel qu'en soit le cas, le RDP sera au moins 1. On repart de l'autre côté. Là, on va appeler Vouri Centre. On met encore, je crois, 1 ou 2 députés là-bas, en regroupant Bonanjo, une partie de Bonapriso et une mini partie de New Bell. Le découpage, il est fait, il a été fait de manière scientifique et délibérée pour s'assurer que la défaite électorale du RDPC en mars 1992 ne soit pas une calamité. Et la même pensée en termes d'attribution des sièges a été élaborée tant dans certaines régions où on pouvait s'assurer une certaine majorité que dans d'autres régions où on estimait que c'était les régions un peu hostiles. L'ouest, le Vouri, le nord-ouest, le sud-ouest, une partie de la région du nord. Et vous verrez, prêtez attention au découpage dans la région de l'extrême nord, par exemple. Regardez les sièges qui sont accordés aux zones telles que le Diamaré. Et maintenant, les autres régions, Mao-Sava, Mao-Moscota, etc. Donc, pour revenir à ce qu'on disait là tout à l'heure, le découpage est une science. Je suis tout à fait d'accord avec le député Assida tout à l'heure qui disait ailleurs également on observe cela en France. Mais je veux dire à l'honorable que la France n'est pas un exemple de démocratie. C'est loin d'être un exemple de démocratie. Et vous voyez que dans les classements de l'OCDE en Europe, la France arrive généralement au bas du classement par rapport aux pays tels que les pays scandinaves, etc. Parce que ce n'est pas le bon exemple à suivre. Et chaque président, justement, vous avez raison de le dire, arrive et essaie de jongler avec les circonscriptions électorales au gré des ressentiments ou des assentiments populaires. Mais on ne devrait pas jouer. Moi, je trouve, et je vais terminer là-dessus, qu'on devrait pour une fois pour toutes, même lors de la prochaine législature, puisqu'on ne peut plus rien faire maintenant, mettre ce débat-là sur la table. On reviendra sur d'autres dispositions. Vous dites qu'on ne peut plus rien faire. Et évidemment qu'on devrait attendre quand même la fin de la session parlementaire. Le dernier date du 13 juillet 2013, je crois. 2013. 3 juillet 2013, par exemple. Et on l'avait fait bien avant l'élection de septembre. Je vous ai dit que la convocation du corps électoral clôt tout. Justement, si on avait pu, et c'est pour cela que moi j'ai été un peu ennuyé par le comportement de l'opposition camerounaise au lendemain de la présidentielle, les gens qui sont entrés dans l'histoire de hold-up électoral, etc. Parce que c'était le moment qu'il fallait faire pression. Dit que bon, la présidentielle, vous avez volé, vous avez fait ce que vous avez, ça dépend de l'appréciation de tout un chacun. Pourquoi vous utilisez Non, j'ai dit qu'eux auraient pu dire. Non, mais il ne faut pas les mettre dans votre bouche. D'accord. Hein? Parce que, avançons. Voilà, avançons, mais parce que je pense que vous êtes, jusqu'à là, vous faites un tout petit peu semblant d'être objectif. Non. Mais vous avez du mal à vous départir de votre tendance. Non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Honorable. Donc, si je peux répondre, sur 2-3 petits points. Hein? On ne vous a pas. 2 secondes. Deux secondes après, on lui passe la parole. Ils auraient pu se dire que, bon, on conteste les résultats, on n'est pas très d'accord avec l'arrêt du Conseil constitutionnel, mais on passe à autre chose, à savoir améliorer le cadre législatif, normatif et surtout institutionnel de l'organisation. Parce qu'on reviendra tout à l'heure, par exemple, sur les municipales, avec le groupe piège de la commission communale qui proclame les résultats. Donc, ils auraient pu concentrer leur bataille sur cette question-là, qu'elle aurait fait sens. Parce qu'après 10 mois de revendications perdues à volo, à mon humble avis, on va revenir et forcément ils vont aller aux élections avec le même cadre et demain ça sera les mêmes lamentations. On a, comme je le disais tantôt,
27 ans de lamentation identique à la France en las. Alors, je vous poserai la question tout à l'heure, M. Jean-Martial Lacroix, sur la question de savoir si les jeux sont faits et que c'est plié. Mais parole d'abord à l'honorable Martin Anda Siga. Est-ce que vous avez l'impression, au regard de ces événements, de ces faits qui ont été cités tout à l'heure, que le jeu déséquilibre, le jeu du consentement n'aura plus lieu avant les élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun? Non, ça c'est clair. La convocation du corps électoral met le statu quo sur les règles. On ne va pas changer les règles en cours de jeu. Les règles ne changeront plus. Est-ce que ça ne va pas en rajouter Non, les règles ne changent pas une fois que le match a commencé. On joue avec les règles établies. On n'en crée pas pendant le match. C'est exprès que vous avez fait? Non, ce n'est pas exprès. Je vais aller. Il faut être un tout petit peu sérieux, parce que quand j'écoute les déclarations de M. Njoya, c'est Njoya, de M. Njoya, le sentiment c'est que seuls les gens du RPT ne font pas des lois sur des bases inductionnelles. Donc, disons que dans le RDPC, il n'y a que des crétins, des gens qui ne réfléchissent pas, qui font des lois sans tenir compte de rien du tout. Soyons sérieux. La loi de découpage électoral ne tient pas seulement compte de la population. La population n'est qu'un des critères de la loi de découpage électoral. Je vous parlais tout à l'heure, il y a d'autres sensibilités. Il y a la densité de la population, c'est une chose. Et ce n'est pas parce qu'il y a une densité de la population qui soit concentrée ou pas qu'on ne doit pas en tenir compte. Vous allez dans des grandes régions comme le Mbam, même si elles ne sont pas densifiées en termes de population, il faut tenir compte de chaque espace. Vous avez parlé du découpage, on ne va pas mettre un parlementaire pour 30 personnes et le mettre sur, je ne sais pas moi, 500 000 km². Non. Vous pouvez conjuguer la superficie et la population. Non, mais même si on conjugue, même si on conjugue la superficie, mais même si ce n'est pas écrit, faites-leur grâce d'avoir pensé à des critères pour établir ce découpage électoral. Il n'a pas été fait comme ça, en descendant, en disant on va imposer. Il y a la densité, il y a la population, il y a l'étendue, il y a les particularités. Nous, alors, du fond, on devrait dire quoi? Là où on a 2 millions d'habitants, on se retrouve avec des députés au même nombre que ceux qui ont 400 000 ou 200 000. Bon, on pourrait aussi se plaindre. Le découpage... Et ça serait votre droit. Oui, mais le découpage n'est jamais juste. Le découpage n'est jamais juste. Attendez, je vais terminer. Non, ce n'est pas l'injustice. Je dis ce n'est pas l'injustice, c'est que le découpage n'est jamais juste. Et c'est pour ça qu'il est dynamique et évolutif. Il dit, à un moment donné, on va se réunir pour faire un découpage. On va faire un découpage. S'ils arrivent au pouvoir, ils feront un autre découpage. Lorsque la population aura évolué, lorsque le pays aura évolué, en termes de démographie, en termes de modernisation, on refera encore un découpage. Aucun découpage n'est juste. Alors qu'il y ait des critiques, qu'il y ait des injustices, oui. Mais en attendant, il faut qu'il y ait un découpage pour fonctionner. Et puis, sur le plan politique, il me disait la France n'est pas un exemple. Non, c'est pas un exemple. Mais vous allez partout, même si vous allez aux États-Unis. Quand vous avez les swing states, le découpement des États, les grands électeurs, rien n'est totalement démocratique. Ceux qui tiennent organisent toujours un tout petit peu à leur avantage, et c'est normal. Et vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir eu un débat à ce moment-là. C'est-à-dire que si à la fin de l'élection présidentielle, partant, se positionnant dans l'objectif des législatives et des municipales, on aurait pu poser les problèmes. Mais là, vous auriez eu, comme à ma gauche, quelqu'un qui vous dit « Non, c'est joué d'avance, nous n'allons pas débattre, vous allez nous imposer ». Quand on est rentré sur le grand dialogue national, c'est le président qui a convoqué ce grand débat national. Est-ce que quand il est rentré dans le grand débat national, il avait le mot de statut spécial? Non. Il y a des personnes à l'intérieur du grand débat national qu'on soulevait en disant « faisons un statut spécial qui soit inclusif et non exclusif, qui permette d'intégrer la particularité de nos régions anglophones ». Et il a accepté. Mais au lieu de ça, aujourd'hui, personne ne dit « Ah, c'est extraordinaire, il y a eu un grand débat national, on a accepté certaines revendications ». Vous êtes toujours dans la critique. Et tout à l'heure, vous disiez, à un moment donné, la majorité peut se fatiguer de l'opposition. Ce n'est pas la majorité qui se fatigue de l'opposition. C'est le peuple qui se fatigue de l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'alternance. Parce qu'à un moment donné, vous ne changez pas de discours. Vous êtes dans la critique, même quand c'est à votre avantage, vous critiquez. Vous êtes, c'est-à-dire le logiciel critique est actionné de telle manière que... J'espère qu'on m'a assimilé par l'opposition. Oui, mais vous avez eu des écarts de langage, je suspecte tout à l'heure. Allez, Jean-Martial Lacroix, parole à vous. Alors, on semble dire qu'il y a le jeu d'un décret sur... et pas la loi. On semble également constater que, effectivement, cela relève un peu du pouvoir
on va dire, discrétionnaire du chef de l'État pour ce qui est du découpage électoral au Cameroun. Exécutif. Et donc, vous n'avez rien à dire là-dessus. Il faut y aller autant qu'on peut le dire par rapport à ce recensement général qui n'a pas eu lieu avant à la fois la convocation du corps électoral, encore moins, et bien entendu, le découpage qui n'aura plus lieu avant ces élections. Oui, vous avez placé le décor qu'il faut justement pour contredire le propos honorable Asiga tout à l'heure. Il aurait été intéressant pour moi vraiment intellectuellement d'avoir son discours écrit pour le démonter point par point. Cependant, comme on est à l'oral, on va essayer de s'y faire, mais je pense que la critique qu'il faisait à l'analyse tout à l'heure de M. Njoya, je la trouve fondamentalement indue, dans la mesure où lorsqu'on fait une loi, les lois sont ces contrats pour harmoniser la vie des uns des autres, d'une part, et surtout pour une nation comme la nôtre, autant à assumer, nous permettent justement d'y parvenir. Il se trouve que dans l'élaboration des lois ici chez nous, lorsqu'il s'agit d'assurer la pérennisation du pouvoir, on ne s'embarrasse de changer la Constitution, même si parallèlement, lorsqu'il s'agit d'assurer la paix du pays, on va nous dire non, la Constitution est inchangeable. Et malheureusement, c'est dans ce contexte-là, lorsqu'on parle du statut spécial, c'était par opposition à la revendication d'un vrai fédéralisme qui permet justement d'avoir le pouvoir exécutif justement là, pas seulement du gouvernement central, mais des gouvernements déconcentrés locaux, élus localement. Je vous en prie. On a testé le fédéralisme. Je vous en prie. On est déjà passé par là. Donc, des pouvoirs locaux qui assument les décisions à partir de la base avec un contrôle qui ne sera pas uniquement justement le contrôle parlementaire que vous n'êtes pas capable d'assumer dans la situation actuelle telle qu'on l'a démontré, mais assumé localement. Et tout cela contribuerait justement à l'essor de la nation économique, politique et culturelle dans toutes les responsabilités d'une part. Et monsieur faisait part tout à l'heure des décisions du Grand Dialogue. Il se trouve que sur la question de la décentralisation et des responsabilités des communes, on n'en parle plus. Alors que cela avait été reconnu qu'il fallait justement lever cette idée, cette organisation de non-concurrence entre le gouvernement et les communes, qui bloque les communes en termes de marge de manœuvre pour le développement local. Donc, d'une part, également, il se trouve que même par rapport au devant local, aujourd'hui, on leur impose un ministère qui va leur imposer des secrétaires généraux, tous des éléments pour faire obstacle, pour dire qu'en fait, par rapport à l'élaboration de la loi... Qui doit nommer les secrétaires généraux? Je vous en prie, on n'en aurait même pas eu besoin. Ah d'accord. En fait, dans une logique fédérale, les Camerounais sont assez adultes pour se gérer eux-mêmes. Pas d'administration. Oui, mais non, l'absence de secrétaire général ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'administration. Oui, mais bon, l'administration. En général, c'est leur rôle. Le secrétaire général assure la gestion de l'administration. Non, oui. c'est parce donc, que... on n'a pas besoin. Non, on peut supprimer. On peut supprimer, tout à fait. On peut supprimer. On peut tout faire. On peut tout faire. On n'aurait plus les délégués de gouvernement, super maires nommés qui empêchent les maires de fonctionner. Donc, pour se rendre compte qu'en fait, c'est un ensemble de blocages dans la vie institutionnelle de l'État pour empêcher d'avancer. Alors, vous parlez... Donc, pour revenir à votre question, oui. à y aller ou ne pas y aller. Et comme disait M. Njoya, on se rend compte que nous sommes face à un système où les mêmes revendications reviennent. On fait semblant de contourner le problème. Tout comme, permettez-moi un peu la petite parenthèse, sur le débat, par exemple, de la monnaie. On se plaint, on change de nom, on nous fait un nouvel emballage avec le même contenu. C'est ça que les colons nous ont appris à faire. Donc, c'est les mêmes comportements, les mêmes manières de régenter ces soumis-là, ces sans droit, sans valeur, sans dignité, que nous sommes considérés à la face de... Alors, partira ou partira pas aux élections? Partira pas. Mettons quand même les choses dans leur contexte. Il s'agit maintenant de faire bloc pour essayer maintenant de faire bouger cette machine par rapport au moins à ce scandale humain, cette situation inadmissible sur le plan moral de tous ces morts-là.
essayer maintenant de démarrer. Oui, mais je dis, c'est notre point de vue. C'est ça qui est à l'origine. Donc on se dit, on espère qu'à un moment donné, ça a déjà un peu commencé, qu'on puisse évoquer. C'est pas à moi de décider, vous savez très bien. Oui, mais donnez votre avis. On vous demande votre avis, là. Votre avis. À quoi sert mon avis? Mais je suis en train d'expliquer. À quoi sert votre avis? Vous pouvez venir Vous donnez votre avis sur tout et sur rien là-dessus. Et vous répondez à quoi sert votre avis? Non, est-ce que vous pouvez venir dire ce que le président Biya, président de votre parti, peut venir ici dire? Pourquoi vous voulez un avis que peut donner librement? Non, soyez humble, comprenons que sa posture ne lui permet pas. Je constate que vous appartenez encore aux deux partis. Vous êtes encore MRC et SDF. Donc finalement, vous n'avez pas encore quitté les deux partis. Je vous comprends. Vous avez passé beaucoup de temps dans les deux partis. On lui a posé une question simple. Il aurait pu nous répondre. Le président va décider. Tout à fait. Allez, merci. Jean-Martial Akoua, merci. Monsieur Akoua, vous n'avez pas répondu à la question. On doit avancer dans ce débat, je vous en prie. Ne laissez pas entendre que je ne réponds pas aux questions. Je suis en train de... Mais vous ne répondez jamais aux questions, monsieur. Je suis en train de dire tout simplement, pour une fois, je vais donc y répondre. D'accord. L'instance qui décide, elle a rassemblé, elle donnera sa décision. Vous parlez du NEC, du SDF. Très bien. Et d'autre part, cette décision a quand même déjà une posture officielle connue, le NEC de Douala, qui disait « partira pas ». Très bien. Ça, c'est, on en est là. Est-ce que ce « partira pas » qui va rester ou qui sera modifié, un NEC par rapport à un autre NEC? Alain Roosevelt, même quand on l'a posé. Pour l'instant, c'est « partira pas ». Jean-Martial Akoua, merci. Alors, peut-être la question qui est revenue tout à l'heure et que je vous adresse, c'est comment on est fixé sur les répartitions s'agissant de l'élection des conseillers municipaux et on ne l'est pas pour les députés? Est-ce que ce n'est pas une triche? D'abord commencer par dire un gène qui me dérange. Ces criticologues d'opposition, c'est-à-dire qu'ils ont tellement l'art de critiquer, ils oublient que souvent il y a du positif ou bien que peut être construit à base de faits qui sont déjà là. Et c'est ça que la population souvent se lasse de les écouter, dire les critiques à tel point qu'on se demande si c'est leur rôle ou bien non que ça à faire. Je voudrais revenir sur un fait. Hier, M. Akoua disait sur le plateau d'Info TV que le SDF n'ira pas aux élections. Pourquoi sur ce plateau, il est incapable de dire ouvertement qu'il n'ira pas? Ou bien c'est aujourd'hui qu'il a compris que le NEC existe et qu'on peut prendre une décision. Permettez-moi d'aller. Laissez M. Akoua répondre. Effectivement. Non, laissez M. Akoua répondre. Vous êtes MRC. Il n'a même pas le souci de comprendre, d'écouter. Il n'a même pas la patience d'écouter. Je comprends. Laissez M. Akoua répondre. Il est assez grand pour ça. Vous pourrez lui répondre. Non, c'est vous qui l'avez. Permettez, le temps viendra. Allez, c'est M. Tidjo qui avait la parole. Je vous en prie. Je disais donc... Je comprends un peu l'analyse. J'ai bien dit la dernière position, le dernier du mois d'août à Douala. Vous allez critiquer ma voix. Il a donné cette posture-là en indiquant bien entendu, c'est un sous-entendu. Le sous-entendu, c'est que la position de SDF peut éventuellement évoluer. Voilà. Maintenant, la question que je vous posais, c'est celle de savoir comment comprendre qu'il y ait des nombres et des chiffres s'agissant du découpage, s'agissant de l'élection des conseillers municipaux, et tel n'est pas le cas des députés. Je voudrais plutôt répondre en disant tout dépend du texte, du cadre normatif qui encadre les élections municipales et législatives. Pour l'élection municipale, comme le disait M. Ndouya tout à l'heure, il y a un texte qui donne, par rapport au pourcentage de la population, un nombre d'élus municipaux, de conseils municipaux. Maintenant, concernant l'élection législative, je précise encore, où la circonscription n'est plus la commune ou l'arrondissement, mais plutôt le département. Il y a tout un autre dispositif particulier. Et ici, j'aimerais rappeler ici aux téléspectateurs que là-bas, on n'a que 180 postes à pouvoir. C'est plus les 9 000 et 10 000 où il faut forcément tout un découpage. Sur 180, c'est un chiffre arrêté. Permettez-moi d'aller sur le bout. Effectivement, là, on n'a pas besoin de sortir encore un texte pour dire qu'il faut 2000 personnes par député. Là, on prend une mesure simple par rapport à la population. On donne un chiffre. Et maintenant, il y a des effets secondaires comme la densité de la population et aussi des mesures particulières pour accompagner un territoire précis. Ça permet donc d'affecter à chaque circonscription un nombre d'élus particuliers. Je comprends un peu les pleurs de MRC entre parenthèses SDF qui ne se comprend pas, qu'on ne comprend pas l'envie là pour avoir jusqu'à 5 députés. Mais c'est aussi cela la norme. Et avec ce qu'on a déjà arrêté ainsi, on ira aux élections partout déjà arrêté à l'heure où je vous parle. Donc, quel qu'en soit qui est plein ou pas, il y aura élection avec cette statut qui est là actuellement. Donc, il y a des découpages pour les municipales, mais pour les législatives, il y a un décret qui fixe. Il sera électeur dans le nord-ouest dans la situation. Effectivement, j'ai compris. Pour chuter un peu sur ce qu'il vient de dire, c'est maintenant qu'il constate qu'il y a crise au Nosso. J'aimerais lui rappeler qu'au Nigeria, il y a toujours eu des crises avec beaucoup
Boko Haram, mais il y a toujours une élection là-bas. Et il y a, à la présidentielle, il y allait, mais il n'a pas tenu compte du fait qu'il y a une crise là-bas. Pourquoi c'est maintenant qu'il constate qu'il sent que sa base est partie? Parce que, sachez, rappelez-vous, qu'avec la crise au Nozo, l'OSG perd sa base. D'où ces agitations, d'où ces questionnements, d'où ces critiques. Très bien. Alain, il y a une chose. Honorable, permettez à votre collègue de grignoter 30 secondes et vous allez avoir votre temps de parole. Je voulais juste compléter sa réponse, sans rentrer dans une démagogie de chiffres, de population ou de texte. C'est que vous ne pouvez pas comparer les élections municipales et les élections législatives. Ce sont deux élections. Oui, et les présidentielles, vous ne pouvez pas les confondre. Ce n'est pas des élections qui ont le même ressort. L'élection municipale, c'est la commune. Les 360 communes auront une élection municipale dans le pays. Tandis que les élections législatives ne reposent pas sur des communes. Elles reposent sur un autre département. On connaît le nombre exact de départements. Oui, mais à partir du moment où on commence le nombre exact de départements, ce n'est plus au prorata de la population. Moi, j'aimerais demander à l'honorable. Je vous réponds et je termine. Il n'a même pas posé la question. Je réponds parce que quand il pense, j'entends. Attendez-moi. On va faire comment pour désigner le maire? Ce que je voulais dire. Monsieur Akoua, je vous en prie. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a des limites, d'accord, en termes de possibilités. J'ai dit tout à l'heure, le seul critère n'est pas le nombre de population. On ne peut pas faire un hémicycle de 1500 députés. On ne peut pas avoir. Et il y a des limites dont il faut tenir compte. Il y a des critères, des particularités, à la fois géographiques, à la fois ethniques, à la fois sociologiques, qu'il faut tenir compte quand il s'agit Et j'ajoute politique. Très bien. L'honorable Nouba n'a pas parlé depuis. Oui, allez-y donc pour 30 secondes. Il vous concède les 30 secondes avant qu'il ne prenne la parole. Non, je voulais qu'on s'entende bien. Vous savez, ce qu'on a appelé la juristisation par embuscade, c'est-à-dire, il faudrait qu'on se dise des vérités. Chaque fois que vous avez un article dans le code électoral qui dispose d'une question très sérieuse, allez plutôt chercher le piège dans l'alinéa 2 ou l'alinéa 3 de cet article. Toutefois. Sauf que dans le problème, si vous me permettez, écoutez-moi, s'il vous plaît. Chaque fois, et c'est ça que je dis toujours aux opposants camerounais, aux acteurs du système électoral camerounais, chaque fois que vous lisez, toutefois quelque part, c'est ça qui doit vous intéresser. Je vous ai dit la description lorsqu'on vous dit, toutefois, considérant certaines particularités, un département peut être divisé en plusieurs circonscriptions. On ne vous donnera jamais ces particularités. Je mets quiconque au défi. La particularité provient d'une seule chose. La capacité du RDPC à gagner tout ou pas. Mais là, vous êtes en train de donner. Vous donnez maintenant. Pourtant, vous dites qu'il n'y avait pas. Jusqu'à là, j'étais d'accord avec vous. Ça, c'est une particularité dans ce cas. Pourquoi donc? Je vous en prie. Alors, Simeon Nouba, je vous en prie, non. La parole à l'honorable Nouba qui n'a pas parlé depuis un moment. Alors, au-delà de ce débat, c'est clos. C'est SDF ou MRC. Ancien SDF. Il est du MRC. Je vous en prie. Très bien. Alors, c'est une question, c'est une évidence. Oui, la palissade, l'Assemblée nationale, ce sont 180 députés. Alors, on peut se dire que si on essaie de piocher sur un certain nombre de variables, et si on avait fait le recensement général de la population, on serait éventuellement à 30 millions d'habitants au Cameroun. Honorable Nouba, une question à 0 francs. Est-ce que vous pensez que 180 députés pour le Cameroun, c'est encore suffisant? 180 députés, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Parce que je le dis, parce qu'avant qu'on ne mette en place le Sénat, j'ai participé à des débats. Avec même le président de l'Assemblée nationale qui est là. C'est-à-dire, fallait-il mettre en œuvre le Sénat ou pas? Nous avons, au cours des séminaires, dit qu'il faut renforcer les capacités de l'Assemblée nationale. Parce que sur le plan de la production législative, c'est l'Assemblée nationale quand même, monsieur. Nous avons tous convenu à l'époque, même que le Sénat devait être juste vraiment un trou pour un coup fassou pour faire dépenser l'avantage de l'argent du contribuable camerounais. À l'époque, on était parce que on avait estimé
qu'un député par arrondissement arrangerait mieux les choses. D'ailleurs, c'est rapprocher l'administration des administrations. On aurait donc 360 députés. 360, et cette fois-là, on avait donc conclu en disant que le Sénat, vraiment, n'a pas... Je suis entré à l'Assemblée nationale en 1997, donc ce débat avait cours de temps en temps. Et bien évidemment, la navette parlementaire, là, ceux qui comprennent comment ça fonctionne, vont comprendre également que le Sénat, sur le plan de la production législative, vraiment pour le peuple camerounais, ça ne sert à rien. Ça, je vous le dis. Et je crois qu'au MRC, monsieur, il y a un débat. Si le MRC arrive aux affaires de main, ce Sénat doit être supprimé. Il n'est pas arrivé encore? Bon, vous connaissez... Un peu de patience. Un peu de patience. On est en train de faire du chemin, là. Donc, c'est pour dire que... C'est parce qu'à un moment donné de l'histoire du mais il y a processus quelque électoral... chose que Alain Thillot a dit tout à l'heure, qui semble être une incongruité. Parce que quand on lui dit, l'élection parlementaire n'est pas adossée sur les communes. Par conséquent, le nombre des députés ne devait pas s'adosser également sur... Je dis, c'est faux. Pas uniquement. On a dit depuis pas uniquement. Non, pourquoi je vous voulez le pas reprends. comprendre que Oui, ça ne peut pas être le seul critère Nous requis. sommes d'accord, honorable. Ce n'est pas le seul critère. Ok. N'est-ce pas? Oui. Mais comprenons que dans votre circonscription, honorable, si vous n'investissez pas des conseillers municipaux, c'est-à-dire si votre parti politique, pour ne prendre que cet exemple, du terrain, si vous n'avez pas investi des conseillers municipaux, vraiment, je peux prédire que vous pouvez échouer parce que ce sont même ces populations. Le département n'a même pas une population, s'il vous plaît. C'est ces populations-là qui votent les députés. Et disent, c'est pour ça que quand vous ne pouvez pas gagner d'abord les mairies et ne pas gagner le siège, ou bien les sièges des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Joa Moussa, pour qu'on avance dans le débat, vous aurez droit à la parole tout à l'heure, monsieur Akoa. Je vous en prie, vous aurez droit à la parole. Non, c'est encore moi qui distribue la parole sur ce plateau. Après avoir siphonné les militants du SDF, vous venez maintenant lui prêter des minutes sur... Très bien. Alors, pour qu'on avance dans ce débat, moi, je ne connais pas ce type je vous en prie, d'amitié. au-delà de la répartition des sièges, je voudrais m'intéresser maintenant à Njoya Moussa, qui est un politologue et donc qui analyse ces faits sous le prisme scientifique. Au regard du passé, au regard de la production législative du passé, est-ce qu'au-delà de la répartition des sièges, il ne faut pas dresser un portrait robot en termes de profil des candidats aux élections législatives? Bon, la loi dit qu'il faut être candidat aux législatives sous réserve des incompatibilités, des inéligibilités. Il faut avoir 23 ans, être camerounais d'origine. Si on a acquis la nationalité camerounaise, plus tard, être camerounais depuis au moins 10 ans, après le décret de nationalisation, et jouir de ses droits civiques, et savoir écrire et parler français ou anglais. Toutefois. C'est tout ce qu'on dit. Savoir écrire français ou anglais. Maintenant, il y a des incompatibilités, on vous dit les militaires, les policiers, ou les forces d'actifs de douane, forces armées assimilées, comme on les appelle. Ils ne peuvent pas être candidats dans les 6 mois de cessation de leur fonction. Il y a également les délégués du gouvernement, les membres du gouvernement. Là, maintenant, ce sont les incompatibilités. Les membres du gouvernement... Ils ne peuvent pas cumuler. Ils ne peuvent pas cumuler. Les PCA, les délégués du gouvernement et les présidents des chambres consulaires, les titulaires d'une fonction publique non élective, etc. Mais également... Il faut dire, il y a un article qui m'amuse toujours, on parle, toute personne qui s'est mise en intelligence avec une puissance étrangère ne peut pas être candidate à l'élection. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on met dans intelligence avec une puissance étrangère? Est-ce que un avocat qui plaide souvent pour les puissances étrangères ou bien quelqu'un... Non, vous allez suivre d'où je vais arriver. Quelqu'un qui est dans une ONG, par exemple, supposons, moi je suis de l'ONG Mobrahim, par exemple, est-ce qu'on pourrait penser que, et je fais des rapports incriminant le Cameroun, est-ce qu'on pourrait penser que je suis entré en intelligence avec l'étranger? Parce qu'il se pourrait qu'un ancien président mondial de Transparency International, par exemple, qui est camerounais, veut être candidat. J'arrive quelque part. Donc, c'est un article très amusant qu'il faudrait que les gens scrutent de très près. Donc, voilà grosso modo les conditions pour être candidat. On dit savoir lire français. Je voudrais encore insister là-dessus. Voilà, savoir lire français ou anglais.
Vous êtes journaliste, vous arrivez souvent de couvrir les sessions parlementaires. Et moi, il m'arrive souvent de fréquenter des parlementaires, peut-être même de faire des séminaires avec eux. Je peux vous assurer que il y en a qui ne savent pas lire ou écrire, ou lire et écrire français ou anglais. D'où ma question. Pas sous le contrôle de 2 députés. D'où ma question, M. Alors, Moussa. on vient sous le vide de certaines lois, sur certains vides de la loi. Je m'inscris en faux contre cette affirmation. Vous s'il vous parlez plaît, sur le contrôle d'un des députés. honorable. Pas Le problème de la législation électorale camerounaise, concernant par exemple les conditions d'éligibilité, est celui du manque de mécanismes de vérification de certains éléments de compétences. Comment vérifie-t-on qu'un candidat à la députation sait parler ou écrire français ou anglais? Voilà. Est-ce qu'on devrait faire une dictée, par exemple, quand vous venez à l'ECAM, Voilà. vous dites que je veux être, parce que en RDC, par exemple, ils ont résolu la question, comme on dit, soit vous avez un diplôme universitaire ou vous avez exercé des fonctions politiques avec une expérience de 5 ans au moins. Parce qu'on se dit que si vous êtes, par exemple, secrétaire général de votre parti, ne serait-ce que par vos fonctions, vous serez obligé d'apprendre à lire ou écrire. Voilà comment ils ont établi cela, où vous revendiquez un diplôme universitaire, d'où le débat sur le diplôme de Tshisekedi qui a eu durant la présidentielle. Mais au Cameroun, on a établi, par exemple, aucun mécanisme pour vérifier si le candidat là sait lire et écrire français ou anglais. C'est comme je parlais tout à l'heure des mécanismes d'intelligence avec une puissance étrangère. Il n'y a eu aucun mécanisme d'évaluation. À partir de quel moment on peut juger que Njoya Moussa est entré en intelligence avec une puissance étrangère? Donc, la même question se pose. À partir de quel moment peut-on savoir que quel candidat sait lire et écrire le français ou l'anglais? Allez, honorable Asiga. Je veux qu'on soit clair par ce qu'on entend lire ou écrire. On ne demande pas à un parlementaire, et on ne devrait pas demander à un parlementaire d'avoir fait un nombre d'années universitaires. On n'a pas dit cela. Moi, je suis universitaire, et je pense que s'il n'y avait que des universitaires à l'Assemblée, ça serait pire. Je ne l'ai jamais dit. Non, je ne l'ai jamais dit. Réponds, parce que vous avez dit... On vérifie ça comment? Non, honorable, peut-être... Attendez, je voudrais vous relancer. Je voudrais vous relancer. Les mesures pour... J'en viens. Je vous en prie. J'en viens. Les mesures ont été prises, très simplement, pour permettre au maximum de Camerounais de pouvoir accéder à l'hémicycle. Parce que l'hémicycle, c'est la représentation nationale. On est d'accord. C'est la représentation nationale. Ne doit pas être dans l'hémicycle que des intellectuels, non, que des hommes. Personne Attendez, je termine. Non, je n'ai pas dit que vous l'avez dit, mais permettez-moi de m'exprimer, d'accord? Ne doit pas être dans l'hémicycle que des intellectuels, que des médecins, que des enseignants, que des hommes d'affaires. Il doit y avoir aussi le cultivateur. Lire et écrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de prendre connaissance d'un document et que vous êtes capable d'écrire un liminaire. Il y a combien de cultivateurs? À un moment donné, ceux qui sont en charge... Qui? Non, il y a trois... je vais vous dire, il y a de nombreux filtres. Le premier filtre, c'est votre circonscription. Le deuxième filtre, c'est le parti. On fait la dictée là-bas. Non, mais il vérifie sur la base de plusieurs choses. Vous n'allez pas... Dans aucun pays au monde n'existe la dictée. C'est ce que vous appelez les particularités camerounaises. On va arriver au Cameroun, pour être candidat, on vous fait une dictée. On vérifie après, on va nous dire que ceux qui ont même fait la dictée ne sont pas compétents. Puis on va nous dire que ceux qui corrigent la dictée ne sont pas compétents. Donc, systématiquement, vous ne voyez que des incompétences. Faites garde de penser que sur les 20 millions de Camerounais que nous sommes, les 180 députés qui vont à l'Assemblée le vont, même si ce n'est pas juste dans toutes les circonscriptions, il y a une majorité de personnes pour qu'ils arrivent là. Sinon, moi, je pense qu'à ce niveau, ils savent lire et écrire. Allez, merci honorable pour votre je parle réponse. de tous les députés, je ne parle pas simplement de ceux du RDPC. Très bien Sinon, entendu. honorable, Merci pour cette réponse. Oui, honorable. Oui, je vais juste 30 secondes. ajouter, oui. Alors, peut-être que la question de Njoya Moussa persiste. C'est-à-dire que justement, quand les candidats vont à Elections Cameroun pour faire acte de candidature, effectivement, quels sont les faits matériels, à caractère matériel, qui donnent à être convaincu que tel sait effectivement lire et ou écrire à la fois le français et ou l'anglais. Vous voulez réagir? Encore que dans le scrutin de liste, si vous permettez, pour la gouverne de certains de nos téléspectateurs, quand le scrutin de liste, tous les candidats ne sont pas obligés d'aller déposer la liste ensemble. On amène un dossier. Un mandataire
du parti, qui peut ne même pas être l'un des candidats, mais qui est seulement mandataire du parti pour aller déposer les listes. Donc ça veut dire que les candidats peuvent rester chez eux et ils envoient leur dossier de candidature, soit à la représentation communale de l'E-Campus, qui est des municipales, et ou à la délégation, à la représentation départementale, ou à la délégation. Vous les convoquer pour une dictée. On ne parlera plus de dictée, je vous en prie. Simeon Nouba, en 30 secondes, ce n'est pas votre tour de parole, mais on va vous la donner avant M. Tidjo. Tout à fait. Onoa a dit une chose tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le politique, d'après les indépendances, qui a élaboré les choses de cette manière. Et on n'a pas élagué. Parce que quand vous devez observer, justement, il ne faut pas que l'Assemblée nationale soit truffée des intellectuels. C'est ce que j'appelle Mais ceux qui font problème à l'Assemblée nationale et au système, c'est les intellectuels. Oui. Justement parce qu'il vient de dire une chose de taille. Par conséquent, on ne doit pas chercher à investir des gens qui doivent être là pour créer des problèmes. On veut maintenir le député dans des conditions où, bon, il se lève, il dort, puisqu'il ne comprend rien. Parfois, c'est-à-dire, lui, il le sait. C'est-à-dire que non seulement le langage est purement juridique à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les textes sont soumis, c'est-à-dire sur le plan, mais bien sûr, sur le plan de l'expertise. Mais vraiment, quand on parle d'amendement, ce n'est pas n'importe qui doit faire un amendement à l'Assemblée. Et que ça passe, même si c'est sur le plan littéraire. Je dis une chose. Ce n'est pas n'importe qui fait un amendement. Je dis une chose. Vous avez été parlementaire, je ne peux pas vous laisser dire ça. Quand on est parlementaire, qu'est-ce qu'il y a? Franchement, quand on est parlementaire et qu'une loi arrive, il y a une commission qui travaille sur la loi. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Dans cette commission, il y a des discussions. D'accord? Oui. Ces discussions ne sont pas du niveau forcément Je parle de la plénière, honorable. L'adoption. Je parle de la plénière et l'adoption. Parce que tout le monde, tous les parlementaires ne sont pas membres de la commission. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas que la plénière. Je vous donne donc. Vous savez comment on travaille. J'étais en train. Il y a donc également. C'est un niveau de filtrage. C'est ce que vous dites, honorable. Il m'a interrompu. Terminez donc, M. Nouba. Je chute en disant que. Ne chutez pas, restez debout. Merci. Donc, j'étais en train de dire que, c'est-à-dire que ça fait l'affaire aux politiciens. C'est-à-dire ceux qui... Vous allez constater, honorable député, ça fait l'affaire de je parle sur son contrôle. Ceux qui réunissent 5, 6, 7 mandats à l'Assemblée nationale, vraiment, vous ne me mentirez pas, ce sont ceux qui sont de la classe de ceux qui sont là pour dire que non. Non, c'est-à-dire que... Non, qui ne savent pas. Moi, je dis la vérité. Lui, il le sait. C'est-à-dire que vous voyez un député qui a 5, 6, 7 mandats. On passe dessus. Parce que lui, c'est celui-là qui ne bavarde pas. Très bien. Qui ne met pas dans l'embarras. Le système. S'il vous plaît. Et cette fois-là, on dit qu'il ne dérange pas. Parce que lui, il se lève quand il applaudit. Et on dit non, ne dérangez pas celui-là. Il ne nous dérange pas. C'est ça, on dit qu'il ne dérange pas. Alain Roosevelt Tidjo, ce n'est plus le temps. Vous avez convenu avec tout le monde sur ce plateau que les délais sont forts. En tout cas, on ne reviendra plus là-dessus. On doit avancer vers l'élection. Mais pour notre gouvernement, est-ce qu'on ne devrait pas, par exemple, légiférer également sur le fait qu'il faut imposer des cabinets parlementaires aux élus de la nation, les députés? Tout à fait. C'est pas quelque chose qu'il faut imposer, les textes. Et il y va de la production législative. Maintenant, c'est ça effectivement, je peux dire, le rôle d'un député. Il faut avoir un cabinet parlementaire dans lequel sont préparés les projets de loi sur lesquels on peut soumettre à l'Assemblée nationale. Maintenant... non, d'abord pour la compréhension des députés. Permettez, maintenant il peut avoir tout. Parce que le député est une machine. Ça dit que c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière lui, il doit avoir une équipe qui travaille pour son image, pour ses textes, pour les travaux qu'il va soumettre à l'Assemblée nationale. C'est comme ça à RDPC. Et aussi, permettez-moi d'aller... On a manifestement un seul exemple de cabinet parlementaire dans les rangs des députés du RDPC. Vous avez un exemple, j'en ai une pléthore. C'est pas seulement ce que vous pensez. Bon, vous avez des affirmations gratuites au-delà. Je ne suis pas d'accord. Sur ce plan, je ne suis pas d'accord. Je connais au moins une dizaine de députés RDPC qui ont un cabinet parlementaire. On est 7 députés dans le Fundi. 7, nous avons chacun un cabinet parlementaire. Les 7 députés du Fundi. Alors, félicitations. Je peux prendre les députés de Douala et dire la même chose. Je peux prendre des députés de l'opposition. À Douala, vous pouvez prendre 2 ou 3. Il y a certains que je connais là qui ne passent même plus dans leur circonscription pendant 5 ans. Le rôle du député, effectivement, c'est de... Le député a la partie de l'iceberg, comme je disais tout à l'heure. Et derrière, il y a ce qu'on appelle le cabinet parlementaire qui est supposé faire tout un travail de fond, y compris les tournées parlementaires.
il ne peut pas faire une tournée seule. Maintenant, certains confondent ce rôle, ne créent pas un cabinet parlementaire, mais plutôt travaillent avec les politiques, avec ceux qui sont déjà régulièrement, comme les jeunes de leur parti, ainsi de suite. Mais cela participe du travail du parlementaire. On n'est pas forcément forcé d'aller créer un cabinet. Je peux prendre le cas de Nora, qui peut déjà être, il est investi par un parti. Dans ce parti, il y a par exemple, il y a l'OGRDPC. Il peut travailler ces jeunes-là pour faire ce même travail qui est la même chose. N'empêche donc qu'à côté, il y a le cadre normatif qui sous-entend qu'on a un cabinet parlementaire. Pour jeter maintenant sur la qualité de ceux qu'il faudrait, comment faire pour juger c'est comme c'est lu ou écrit. J'aimerais tirer l'attention sur le fait que sur chaque candidature, il y a ce qu'on appelle le curriculum vitae. À base de cela, quand même, on peut savoir si la personne a fait le CFE. C'est un élément du dossier, ça n'existe pas. Permettez. Ça n'existe dans aucune composition du dossier. Si vous voulez, on relit la loi. Non, il n'est prévu le curriculum vitae. J'ai la loi devant moi. Je parle de mon parti. Votre parti. Dans le parti, il y a le curriculum vitae. Dans mon parti, c'est permis. En fait, c'est même une pièce obligatoire. Alors, Roosevelt, je vous appelle. S'il vous plaît, je précise que même dans son parti, il a dit CV politique. Pas académique, parce qu'il y a le CV académique professionnel qui est différent du CV politique. Parce que dans ce qu'on veut vérifier, c'est la loyauté. Ce qu'on veut vérifier, c'est la loyauté vis-à-vis du parti. J'aimerais lire pour la voix de tout le monde, pour savoir la différence effectivement qu'il y a le RDPC et le reste des partis politiques. J'ai lu les 4 pièces que le parti exige. À côté des pièces obligatoires, en fait, les pièces légales. Il y a la fiche de demande d'investiture par le parti. Il y a le curriculum vitae sans précision. Ce que vous dites maintenant s'appelle état de service rendu dans le parti, qui est le curriculum vitae politique. Là, c'est très différent. Donc, mon parti prend toujours la peine de vérifier si vous savez lire ou écrire. Maintenant, si vous avez des cas, par exemple, permettez, monsieur, vous avez un diplôme. Est-ce que l'État du Cameroun, c'est le RDPC même en passant? Je prends le cas de mon parti. Allez, on va bien comprendre. Effectivement, permettez qu'on revienne au débat. Qui la chef? Monsieur Akouan. Oui. Monsieur Akouan, vous parlez aussi. Non, je vous en prie. Vous nous écartez du sujet. Le point qui veut le prochain tour de parole vous revient, je vous en prie. Laissez qu'il termine. Sur la table, il y a un sur lequel tout le monde tire. Ce parti, donc, a cette partie qui demande forcément que son candidat puisse savoir lire au moins écrire l'une des 2 langues officielles. C'est ce que vous voulez préciser sur cette table. Maintenant, la suite, c'est à vous de juger. Mais sachez qu'au sein de mon parti, cela est automatiquement, vous devez au moins... Au niveau du RDPC, très bien. Comment ça se passe au SDF, monsieur Akouan? Ce que je voulais dire, permettez-moi, je sollicitais oui, presque tout le monde est bilingue au SDF. Et ça se voit. J'ai dit même quand nous débattons, quand nous débattons entre nous de fait, ça se constate. Personne n'a ce problème-là. Ce que monsieur veut signaler, c'est que la question de l'inconséquence législative dans ce pays, on fait une loi, on ne sait pas trop à quoi ça sert. À quoi cela? Pourquoi allons-nous mettre des dispositions dans la loi qui ne sont vérifiées nulle part? Dites-nous si ça se vérifie à l'intérieur du parti et que justement c'est le parti qui maintenant reçoit la candidature et fait partie du processus, du protocole de réception d'une candidature. Que cela soit clair. Mais le problème qui soulève, c'est qu'on a fait une loi. Comment cela se vérifie? On évacue tout ça, on fait comme si tout se passe bien. Et cet exemple-là, il n'est pas le seul, parce que quand justement tout le temps nous parlons, moi je parle de l'inconséquence, par exemple, législative. Un parlement pour faire quoi? Vous faites une loi qui revient dessus un X temps, quelques mois, quel temps pour dire cette loi est une mauvaise, elle ne fait pas avancer les choses, elle ne fait pas avancer le pays. Mais personnellement, c'est une telle inertie, une telle inconséquence, une telle inconscience qui font que... Je vous en prie, laissez-moi finir, je vous en prie. Je ne fais pas la critique, uniquement pour le SR ou le RDPC. Nous faisons une analyse pour le pays, pour ceux qui nous écoutent. Vous n'êtes pas là que pour défendre le RDPC. Ce n'est pas le RDPC qui fait le Cameroun. Donc, nous sommes là en termes d'analyse. Quelqu'un pose un sujet, regardons la question objectivement, et peut-être que pour que ceux qui nous entendent puissent la corriger. Et je suis en train de dire que ce qu'il soulève là, c'est assez général dans notre pays, et c'est une des sources, un des éléments qui font que nous échouons. Et tel que le pays en souffre.
pensons au pays en tout ce que nous faisons et tout ce que nous Au lieu de disons. particularités. Attendez, Très bien. Je vais parce que je vais prendre. Ah, pour une fois, le RDPC va dire le SDF. Non, mais pas comme il le souhaite. Ah, pas d'accord. comme il le souhaite. Parce que ce qu'il a dit est assez juste. Et pour reprendre ce qu'il a dit, merci. de dire, oui, bon, je vais dire ce qui est juste. Hein, parce que Vous avez déjà dit que ce que j'ai dit. dans tout l'océan, Bon, reprenez donc. dans tout l'océan, Vous n'aurez donc pas dû je dire que vais, ce je que vais j'ai dit. reprendre ce qu'il dit en disant que le moyen de vérifier quand on fait une loi, autrement dit, le moyen peut être coercitif. Et j'ai envie de dire... L'application. Non, attends, je vais y arriver. Et L'application. à un militant qui me demandait, honorable, vous êtes allé à l'Assemblée depuis, et vous avez appris à faire des lois. J'ai dit oui, je connais le processus pour écrire une loi, pour la faire passer, pour la faire adopter, etc. Mais le problème que nous avons dans ce pays, c'est comment faire respecter la loi. Or, la loi doit être respectée uniquement parce qu'elle est écrite. Oui. Vous comprenez ce que je Et veux vous dire? défendez. Uniquement parce qu'elle est écrite. Et c'est pour ça que je m'attelais à l'incongruité de votre remarque tout à l'heure en disant comment vérifier que quelqu'un... Non, je vais vous dire, quelqu'un doit lire ou écrire, est-ce qu'on va faire une dictée? Non. Celui qui est candidat devrait savoir... On n'est pas dans les détails. Attendez, non, C'est très incongru ce que vous dites là. je vais terminer. Suivez-moi, devrait savoir lire et écrire. Si on s'aperçoit, Si c'est une présomption, si on s'aperçoit si c'est une l'exercice simple présomption. qu'il ne sait pas lire ou écrire, c'est pas une question de présomption, parce que toutes nos lois, le no-rules land dans lequel nous vivons à l'heure actuelle résulte de cela. On dit à une personne... No rules land? Oui. C'est ça le Cameroun? Dans l'espace commun, quand vous dites à quelqu'un, respectez le feu rouge, parce que la loi demande qu'on s'arrête au feu rouge. Le Camerounais estime qu'il va s'arrêter au feu rouge si quelqu'un l'oblige à s'arrêter. Donc si quelqu'un ne l'oblige pas à s'arrêter, il ne s'arrêtera pas. Donc vous pouvez écrire la loi en disant le feu rouge doit vous arrêter. Le Camerounais va exiger qu'on soit derrière chaque personne pour s'assurer qu'il s'arrête au feu rouge. On ne peut pas avoir un censeur derrière 20 millions de personnes. Il y a des caméras. La loi, c'est même on ne peut pas avoir une caméra. La loi ne peut fonctionner que si le Camerounais part du principe que je la respecte parce qu'elle est écrite. D'où l'appel à la légitimité dont tu parlais tout à l'heure. Joël Moussa, pour qu'on avance dans le débat, il nous reste une vingtaine de minutes, je vous en prie. Pour qu'on avance dans le débat, au rang des recommandations qui avaient été formulées par Elections Cameroun au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018, il y avait effectivement le toilettage des textes et donc, on peut se dire, du code électoral. Oui, Elections Cameroun avait cité plusieurs préoccupations. Il y avait l'âge, la majorité électorale qui a été arrêtée de 20 à 20 ans dans des circonstances assez incongrues lors de la tripartite, parce que la coordination de l'opposition demandait que la majorité soit à 18 ans et le pouvoir tenait à ce que la majorité électorale soit arrimée à la majorité civile au Cameroun, à savoir 21 ans. Et dans un tour de passe-passe après une suspension de séance, le Premier ministre Sadou Ayatou, paix à son âme, était arrivé là, dit bon, on va couper la peau en deux, 20 ans. Les gens applaudissent et on est passé. Pour dire tout à l'heure les éléments objectifs et inductionnels, c'est-à-dire qu'on a tous simplement l'impression que beaucoup de décisions majeures de la vie de l'État sont prises sous le coup de l'émotion. Oui. Émotionnelle, c'est-à-dire d'où l'inapplicabilité de ces lois. Je vous en prie, monsieur Akwa. C'est-à-dire, vous vous rappelez, une question aussi fondamentale, les gens débattent pendant 2 jours et après on vous dit suspension de séance, les gens vont manger, d'autres vont boire, etc. On revient là à 16h, depuis le séance, le Premier ministre dit, vraiment on est trop fatigué depuis le matin. Oui, monsieur Samuel Lebois, vous maintenez votre position de 21 ans, oui, vraiment les leaders du RDPC et maintenant ceux de ce qu'on appelait les représentants de l'administration. Et les personnalités indépendantes disent donc vraiment, il faut qu'on essaie de trancher ce problème de disons 20 ans, on passe à autre chose. On l'a tranché. Pour dire, on l'a tranché. Avançons. Parce qu'à un moment donné, je suis d'accord avec vous, il faut avancer. Oui, En plus, on ne peut pas rester sur des débats, il faut avancer. trancher sur quelle base? On a tranché. Mais il y a eu des discussions préalables. Monsieur Akwa et honorable, je vous en prie, il nous reste très peu de temps à passer ensemble. En plus de l'âge, une des questions sur lesquelles on doit fondamentales, échanger. il y a des dispositions qui étaient très intéressantes. Je prends la disposition qui me semble la plus préoccupante, qui est les conditions d'élection et surtout de promulgation des résultats des conseils municipaux, par exemple. On vous dit, les résultats sont promulgués par la commission communale de vote. Dans chaque commission communale de vote, et dans chaque représentation communale de l'ECAM, il est créé une commission communale de vote
qui est composé de qui? Président, une personnalité désignée. On ne vous donne pas sa qualité parce que pour les, au niveau départemental, on vous dit généralement pour les députés ou la présidence, on vous dit c'est un magistrat. Le président du TGI généralement. Tout à fait. Mais là, on vous dit une personnalité désignée par le directeur général des élections. Après, on vous dit 3 représentants de l'administration désignés par le préfet. Après, on vous dit un représentant par parti politique. Et on vous dit 3 représentants désignés une fois de plus, de représentants de l'ECAM, désignés une fois de plus par le directeur général des élections. L'ECAM a 4 représentants, le préfet en a 3, si on peut dire ça ainsi, et chaque parti a un représentant. Mais les délibérations se font comment? À la majorité. Donc vous avez 7 membres qui sont plus ou moins du même côté, et l'ECAM et l'administration. Et vous avez les représentants des partis politiques. Sachant que les scrutins au niveau communal, généralement c'est les affrontements de 2 ou 3 partis ou 4 partis. Rarement on pourrait avoir une mairie disputée par 7 partis politiques au Cameroun. Donc l'administration globalement l'emporte déjà. D'où l'imposition des points de vue sur les résultats. Sur le reste. Oui, mais pas sur le processus. Est-ce que si vous me permettez de terminer, permettez-moi de terminer. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis si vous ne me laissez pas terminer. Vous ne voyez pas l'argument. Ne faites pas d'amalgame. Quand vous parlez d'élections, on peut penser qu'il emporte sur les élections. Vous avez terminé. Il faut préciser. Alors, vous avez terminé. Il nous reste 15 minutes, je vous en prie, pour qu'on les rende bénéfiques. Ne parlez pas tout à la fois, je vous en prie. Ne faites pas d'amalgame, soyez précis. Oh, je suis précis sur ce que je dis. Donc, qui l'emporte? La bureaucratie l'emporte sur les politiques. On parlait tout à l'heure. Ça veut dire que vous êtes dans une situation de dépendance où les acteurs majeurs du processus électoral, qui devraient être les partis politiques, sont mis en minorité dans les commissions électorales. Ce qui est l'inverse dans toutes les normes et les standards démocratiques. Non. Vous comprenez un peu? Oui. Le processus électoral, même le principe voudrait que, si vous permettez, le principe voudrait que le processus électoral soit entre les mains des politiques, pas entre les mains de la bureaucratie. À quel niveau? S'il vous plaît, je termine sur une chose. On vous dit, cette commission-là publie ses résultats dans les 72 heures. Et maintenant, vous pouvez faire une contestation dans les 5 jours au niveau du tribunal administratif compétent, qui a 40 jours pour se prononcer, alors que pour les députés, il dispose de 10 jours. Mais ici, il a 40 jours pour se prononcer. Et maintenant, lorsque vous lisez la loi de 2006 portant organisation de la Cour suprême, on vous dit maintenant que la Chambre administrative est compétente pour connaître des recours formés contre les résultats des élections municipales et régionales. Donc, ça veut dire que vous pouvez passer, si vous n'êtes pas content des résultats de l'élection, connaissant le rythme de connaissance des litiges au niveau de la Chambre administrative, vous faites 3 ans le cas dans du le SDF. contentieux électoral. Et le SDF, justement, a fait, je crois, 5 ans de contentieux. Voilà les dispositions comme cela. Et je termine sur une petite chose. Je voudrais préciser à mon frère Alain Roosevelt, l'enjeu des cabinets parlementaires, c'est même un enjeu d'emploi. Quand on dit qu'il faut légiférer sur la question, vous voyez le nombre d'emplois créés dans chaque parti en Occident par les cabinets parlementaires, tant au niveau européen par exemple, ou bien au niveau national. Niveau de chaque État. C'est-à-dire que quand on vous dit que vous avez droit à 3 assistants parlementaires et un chargé de mission parlementaire, pour permettre un peu, c'est déjà 4 Camerounais à qui on a donné de l'emploi. Vous prenez les 280 membres du Parlement, multipliés par 4. Ils sont encore 180. Non, 280 membres du Parlement. Ça veut dire que Sénat, plus Assemblée nationale, vous prenez peut-être seulement 4 ou 5 emplois que créerait. Multiplié par les 300. Multiplié par les 380. Ce serait des bons emplois. Alors, honorable même les jeunes du RDPC seraient les premiers. Je vous en prie. Nous avancions sur ce plateau. Quand vous voulez prendre l'Europe comme exemple et nous dire tout à l'heure que ce n'est pas un exemple, le problème de l'élection présidentielle, ça a été quoi? Les emplois parlementaires, n'est-ce pas? Fillon, etc. Quels emplois créés?
Quels emplois créés? Les emplois étaient détenus par leurs familles. La plupart. Les procès qui à l'heure actuelle, dans tous les partis politiques, c'est quoi? Donc ne prenez pas des exemples qui ne sont pas corrects. Le processus électoral ne s'arrête pas à la commission. Avant d'aller à la commission, il y a un vote. Il y a un vote. Ne raccourcissez pas le processus électoral en venant dire que l'administration l'emporte. Il y a un vote. Dans un vote, il y a des scrutateurs. Dans chaque la parole à l'honorable Assiga. De chaque parti. C'est là où les partis prennent le parti. Vous commencez à tenir un raisonnement où vous partez du principe que vous allez de toute manière, vous qui le disiez tout à l'heure en disant que les gens se sont perdus dans la contestation des élections, vous commencez par dire ici publiquement que tout le processus rend inadéquat les résultats. Mais ce n'est pas normal que vous puissiez affirmer ça. Vous développez, vous faites un développement pour expliquer que de toute façon, tous les résultats qui vont sortir sur le plan communal sont faux, ne sont pas justes. Non, mais c'est irresponsable. On a bien compris. Alors, honorable Numba, parole à l'honorable Numba. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que au-delà de ces élections couplées qui sont déjà convoquées, et après vous allez me dire que vous n'êtes pas partisan. Est-ce que non, vous n'êtes pas partisan. Ça fait mauvais. J'ai failli le penser à un moment donné. Vous n'êtes pas partisan. Honorable Numba, est-ce que au regard de cet environnement-là, même si cela ne va pas servir immédiatement à notre environnement politique, sociopolitique et même électoral, il n'y a pas lieu, il n'y a pas urgence à ce que la session parlementaire qui a commencé aujourd'hui même se penche un peu sur la révision du code électoral. Pour faire quoi? Non, pour les échéances à venir. Pourquoi vous tenez à cela? Non. La session parlementaire. J'ai la parole. C'est la parole à l'honorable. Honorable Assiga, j'ai la parole. J'ai la parole. Une session électorale. Les élections sont convoquées pour le 9 février. Pourquoi voulez-vous que cette session parlementaire tranche sur les règles électorales qui ont déjà été entérinées pour cette élection? L'honorable, la loi ne dispose que pour l'avenir, vous le savez. Donc ce n'est pas forcément pour ces élections à venir. C'est une session budgétaire. On a bien compris. Ce n'est plus une session électorale. On a bien compris. Honorable Numba, parole à vous. Je voudrais dire une chose. Je crois qu'honorable à l'Assemblée nationale, je crois que s'il fait comme ça, le RDPC aura chaud. J'espère que ce n'est pas seulement... Non, parce que je sais qu'il y a des députés, qui ne parlent pas, mais si vous te tapez vraiment sur ce plateau, si c'est comme ça à l'Assemblée nationale, je crois que quelque chose, au moins, par votre bouche... Sur un plateau, on ne peut pas laisser dire des contre-vérités. Non, parce que je veux dire, la façon de prendre la parole, et avec cette voix perçante... Je vous ai écouté jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce qui soit on m'a donné la parole ne soit pas juste. Donc parlez, mais ne parlez pas de mon tempérament. Parlez. On vous a donné la parole pour parler, pas pour parler de mon tempérament. Non, on peut pas dire que c'est merci à l'honorable. Il y a un principe. Réponse sur le sujet. Merci à l'honorable Assiga de revenir. Il y a un principe général du droit qui dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Oui. N'est-ce pas? Alors, fondé donc sur ce principe, nous pouvons dire en tant que parlementaires, vraiment, je crois que les lois que vous votez, ou bien que nous avons voté depuis dans notre Assemblée nationale, ce n'est pas pour gérer l'application immédiate. Nous prenons l'exemple de la Constitution de 1996. Jusqu'ici, on n'a pas épuisé l'application des dispositions de la loi du 18 janvier 1996. Nous le savons. Donc, c'est pour dire que si on réfléchit de cette manière, éternellement, nous n'aurons jamais un bon code électoral. Tout à fait. Ça, franchement, le parlementaire, je me dis... Non, je vous écoute. Oui, je me dis que quand on a un mandat, on se dit c'est un mandat de mission. Nous n'allons pas chercher à nous éterniser, à avoir 2 ou 3 mandats. Parce que quand le parlementaire se met en tête déjà que je vais là pour durer comme les autres, comme le président Paul Biya aussi, il ne peut pas faire de bonnes lois. Il ne peut pas faire de meilleurs amendements. C'est-à-dire quand vous faites des amendements, quand vous faites des propositions, c'est pour dire que notre code électoral, pour cette élection, on ne peut plus rien, mais est-ce que après cette élection, on n'aura plus des élections au Cameroun? Mais faites-les à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, quand on discute aux parlementaires, du code électoral, je parle aux parlementaires en la session est convoquée, c'est chaque chose en son temps. On ne peut pas discuter de tout le temps. Je n'ai pas fini. Finissez donc. Je voudrais d'ailleurs faire remarquer que l'honorable Numba est venu avec son dossier qu'il déposera demain, je suppose. Conformément au texte en vigueur. Conformément au texte en vigueur. Je suis en train de dire ceci. Vraiment, veillons à ce que notre haute loi soit toilettée
Dans tous les cas, ça dit que c'est une interpellation que je donne aux députés en activité. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on est d'accord sur ce toilettage. Alors, nous-mêmes, nous avons des quand je dis ceci, on l'a dit dans le code électoral. Oui, mais pardon, on a passé 2 ans à parler quand de nous ça. parlons du code électoral, quand nous parlons du code n'avez rien électoral, compris, alors. vous êtes en train d'aller aux élections parce que la loi disposant pour l'avenir, demain là, ça peut ne plus être le RDPC. Vous allez voir la nocivité, le caractère nocif de ces lois-là dont nous parlons. C'est-à-dire, quand je veux venir, je dis, bon, M. Arikapu, il veut rebondir comme député, il ne peut pas, parce que je veux proposer 5 000 francs à quelqu'un qui rentrerait avec le bulletin du RDPC. C'est ça qu'on dit. Dès que vous rentrez avec le bulletin, on dit, non, on fouille parfois, il n'y a plus rien. C'est déjà accompli, non? Et voilà quelqu'un qui... Parmi les suggestions, oui, Camille avait le bulletin. Le bulletin unique. Honorable député, le bulletin unique. Il a ses avantages et ses inconvénients. Ou à quel niveau? Sur le plan économique, c'est déjà bon. Oui, non, mais vous C'est-à-dire que le contribuable doit saigner moins. Vous n'avez qu'un plan pour vous arranger. Sur le Vous plan allez me dire, vous transparence, m'avez dit et tout sur à le plan l'heure que transparence, quand nous on sortira et que vous allez arriver, nous allons vérifier la... Vous allez sortir? Oui, non, la nocivité de la loi que vous avez laissée. Je vais vous citer un exemple dans le sens contraire. Il y a des gens comme vous qui ont critiqué des lois par ailleurs. Je parle de la Constitution sur laquelle nous vivons, la Constitution de 58. Mitterrand était le premier opposant à cette Constitution. D'accord? Et à un moment donné, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas changé une ligne de cette Constitution. Donc, dans votre sens aussi, quand vous accéderez au pouvoir, nous, on trouvera peut-être nocifs nos lois, mais vous les trouverez très belles à ce moment-là. Et vous les trouvez nocifs parce que vous n'y êtes pas. Et justement, parce que cette fois-là, c'est une loi qui ne profite aux personnes de mauvaise loi. Vous en profiterez et elles seront nocives pour nous. Merci, messieurs. Monsieur Akwa, vous avez la parole. C'est votre tour de parole, effectivement. Merci, enfin. Enfin, comme s'il n'avait pas parlé depuis. Vous avez droit à la parole maintenant. Il nous reste moins de 10 minutes, donc chacun va avoir droit à 1 minute seulement. Question de conclure en termes de dernière suggestion. Effectivement, il y a eu ces faits qui ont été entre guillemets soulevés par Elections Cameroun en termes de recommandations. Il y a le toilettage des textes, il y a effectivement l'âge qu'on devait revoir, il y a l'élection à 2 tours pour ce qui est de la présidentielle, il y avait le bulletin unique. Vous vouliez ajouter autre chose? C'est vrai que les choses semblent manifestement forcloses. Oui, mais comme vous dites, ça paraît forclos et tel que le député nous le fait entendre, la session est budgétaire, ça signifie que même les conditions du grand dialogue que nous attendons, pour ce qui concerne les lois, justement, tirons conséquence de ce que nous entendons, réfléchissons un peu. Elles ont une incidence budgétaire. On ne pourra donc pas elles ont une incidence budgétaire. Non, pas toujours, je suis d'accord, mais elles ont une incidence budgétaire. Le budget, c'est la limite et c'est les possibilités. Arrêtons avec les artifices. Mais arrêtons avec les raccourcis. C'est moi qui parle, je dis par exemple, admettons dans le principe que la session, toutes les lois, on va d'abord les admettre. Ça suppose que la session sera essentiellement budgétaire. Oui, c'est les budgétaires. On n'est pas là. Et en plus, à ma connaissance, je ne pense pas que ce soit vraiment au Parlement qu'on introduit de nouveaux éléments dans le budget. Non, je veux dire, sans le couper, oui. La session budgétaire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de texte. C'est-à-dire que la loi n'a pas de textes de loi qui peuvent arriver. Merci pour la précision. Oui. Non, je ne dis pas. Mais lui prétend que les seuls textes de loi... Non. Je n'ai pas dit ça. Non. Toute session, c'est session des lois. Donc toutes les lois peuvent arriver. C'est donc pour le mettre en face des incohérences. Il s'agit de la loi des finances. C'est donc pour mettre... C'est pour mettre l'honorable en face. Puisque ce n'est pas tous les... Non, je vous en prie. Il nous reste très peu de temps. Voilà. Pour dire que, comme vous dites, vous êtes en train de le dire, le SDF attend que cette élection puisse se dérouler dans un cadre minimalement acceptable. Et j'ai posé ici la question, comment va-t-on donc désigner les maires et les députés des zones en conflit lorsque aujourd'hui on sait que les sous-préfets, tous les fonctionnaires de ces localités n'y habitent même plus? Donc, comment vous pensez, on parle du coup de la question de la carte électorale, mais maintenant, si maintenant on a 300 électeurs et qui ne s'y trouvent plus, mais ce serait déjà admettre la sécession, puisque cela n'existerait plus. Très bien. Alain Tidjou, en 30 secondes. 30 secondes, évidemment, je voudrais plutôt m'insurger contre l'analyse de M. Moussa Ndoya, qui... Répondez à la question. Tout le processus électoral est touché par l'administration. Or, j'aimerais juste te rappeler qu'il y a un élément important. Le dépouillement est public. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Et à partir de ce moment-là,
Tout ce qu'il y a comme administration, c'est les secrétaires. C'est voir parce qu'ils changeront sur ce qui a été arrêté en salle. Ça, c'est un. De deux, concernant la question de M. Akoa, qui me semble tout un peu bizarre. Ce n'est pas parce que lui, il n'est pas su d'y aller que l'élection n'aura pas lieu dans les zones en conflit. Et encore même que l'élection présidentielle s'y est déroulée sans gêne. Et par ailleurs, pourquoi prendre tout le cas du Cameroun comme l'enfer? Ça m'étonne quand même parce que la RDC n'est pas aussi en paix que ça, ni le Nigeria. Or, les scrutins s'y déroulent normalement. Il peut poser le problème du taux de participation, oui, mais demander comment se déroule. On ira prendre les bulletins, mettre dans les urnes. Il n'y a pas d'autre manière pour faire les élections. Avec l'armée. Très bien. 30 secondes également à vous, honorable. Vous voulez parler après? Avec l'armée, sont-ils entendus? Bon, mais si la présidence vient dérouler, ça sera aussi lieu. D'accord. 30 secondes à vous, honorable Asiga. Non, je voudrais dire qu'un pays suit lentement, mais sûrement son cours sur le plan de l'évolution. Et rien ne doit l'interrompre. Certains événements peuvent le ralentir, ils ne doivent pas l'interrompre. À un moment, ça fait 30 secondes. Hein. Oui. Même dans le fond du groupe. John Moussa, 30 secondes également à vous, oui. Moi, je veux très rapidement aller pour rappeler première chose aux partis politiques qu'il leur reste 13 jours. Tout à l'heure, on a encore publié, le directeur général des élections a publié son communiqué. Il reste 13 jours et au lieu de se divertir avec certaines questions périphériques, les partis politiques devraient se concentrer sur la composition des listes de leurs candidats pour les 10 964 conseillers municipaux et les 180 députés. Deuxième chose, il faudrait que les gens sachent que l'élection où nous allons là, les élections locales sont totalement différentes des élections de l'élection présidentielle. Parce que les considérations d'ordre personnel ne sont pas les mêmes tant pour l'élection présidentielle que les élections locales. Je m'explique très rapidement. L'élection présidentielle, vous pouvez par exemple jouer un peu sur le tribalisme par exemple, en disant il faut voter le frère parce que nous voulons que tel un Bamoun soit au pouvoir, un tel soit au pouvoir. Là, on joue son compte personnel. C'est personnel, c'est le mano à mano parce qu'en Fumban, ça sera un fils de Fumban contre un fils de Fumban. À Bouddha, ça sera un fils de Bouddha contre un fils de Bouddha. Et peut-être que ces élections locales vont nous permettre de lutter également contre le tribalisme. D'où la question de l'apport personnel et du parcours des uns et des autres. Et très rapidement, je termine, je suis très désolé que tous les partis aujourd'hui qui vont aux élections, personne n'a eu le temps de faire les primaires et de préparer ces élections et qu'on va assister à des investitures avec les effets d'état-major qu'on connaît très bien. Les dommages qu'on connaît sur la démocratie. Allez, honorable Numba, le candidat que vous êtes, juste pour dire que c'est le candidat, c'était à ces élections couplées. Bon, je crois que je vous en prie contre des natifs. Soyons sérieux, je vous en prie. Voilà non plus. Vous aviez votre temps de parole. Pour qu'on conclue, allez, honorable Numba, vous aviez votre 30 secondes de parole. Je vous en prie, monsieur Njoya. Honorable Numba. Moi, je ne voulais pas dans les idoles, moi. Je voudrais dire une chose, parce que nous sommes à l'ère de la confection des dossiers. Il est question de rappeler une disposition pertinente, parce que du code électoral, j'ai été heurté à cela, c'est-à-dire une applicabilité des dispositions de l'article 295, qui rend gratuit tous les actes judiciaires relatifs au dossier de candidature. Parce que dans certains tribunaux de premier instant, les gens, hier, on a eu l'expérience. Enfin, vous attirez. J'attire donc l'attention. Vous dites que tout est gratuit. Tout est gratuit. S'agissant des pièces qui doivent faire composer le dossier de candidature. Sauf l'impôt libératoire. Voilà. Donc, toutes les autres pièces sont gratis. Voilà, le message est passé. Merci, monsieur. Pour conclure, quand on parle du dialogue, parce que je n'ai pas parlé de ça là depuis. J'ai les vertiges, Ghislain, quand on parle de dialogue qui s'est déroulé là. Parce que la preuve patente de non-application des recommandations, c'est la convocation du corps électoral. Vous devez voir que ça dit dans la tête de celui qui a convoqué le dialogue, qui n'a même jamais, depuis 2016, il n'avait pas cette volonté. Peut-être qu'il faut encore 5000 morts pour que lui, qui puisse dire que voilà. Mais oui, nous sommes déjà à plus de 3000. On ne va pas rouvrir le débat. Messieurs, merci infiniment à vous d'être venus sur ce plateau. Allez, merci messieurs. Je vous en prie.
je voudrais dire merci. Je voudrais dire, je vous en prie, on vous a compris, monsieur Numba. Vous aviez droit à votre parole pour conclure. Voilà. Non. Allez. Merci à vous. Alain Roosevelt Tidjo communiquait pour le compte du RDPC. Merci infiniment à l'honorable Yves Martin Asiga, qui est député RDPC à l'Assemblée nationale. Merci à vous, monsieur Jean-Martial Lacoua, qui parlait pour le compte du SDF. Merci infiniment à l'honorable, bien entendu, Serge Simeon Numba, désormais candidat pour le compte du MRC. Merci à Antoine Moussa, le politologue, qui était avec nous sur ce plateau. Cette émission de corps électoral, en tout cas, qui consacrait le retour, que dis-je, la rentrée de ce programme. On prend rendez-vous pour mardi prochain pour une autre édition. D'ici à là, restez en compagnie des programmes de Canada International. Bonsoir. Ha ha ha.